Pourquoi Samira a-t-elle été exilée en plein hiver? Découvrez son récit étonnant. La porte claqua comme une sentence. Un souffle de vent glissa sous le battant et cueillit Samira au visage. Il y avait de la neige sur les marches, des cristaux qui piquaient comme des reproches. Elle serra sa maigre valise contre elle, sentit le froid déchirer la doublure de son manteau, et comprit que, pour la première fois depuis son départ, le silence de la nuit était plus hostile que la peur du départ lui-même. Quelques heures plus tôt, la maison chauffée par la parole de sa tante avait été une promesse, un toit, un travail, un abri pour commencer. Maintenant, cette même maison était devenue une accusation, une phrase sèche, va-t'en, qui la poussa dehors au cœur de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on lui avait attribué une faute dont elle n'était pas coupable, parce que la loyauté familiale s'était transformée en exploitation, et parce que parfois, la bonté prête devient un piège. La neige tombait, le souffle du froid formait des nuages blancs à chaque inspiration. Samira regarda derrière elle une dernière fois la fenêtre éclairée. Elle se répéta la promesse faite des mois plus tôt, sous un jacaranda qui n'avait pas de neige, dans le jardin poussiéreux de sa ville natale. « Maman, je reviendrai t'acheter une vraie maison. Je ferai en sorte que Nina aille à l'école. » Cette promesse était un fil qui la reliait à la lumière, une encre dans l'obscurité. Elle la glissa dans sa poitrine comme on met une flamme dans une boîte pour éviter qu'elle ne s'éteigne. Le départ avait été un sacrifice réfléchi. Sa mère était malade par intermittence, le travail rare, et Nina, petite sœur, avait besoin d'un avenir. Samira était la plus jeune des filles, mais la plus déterminée. Elle avait vendu quelques bijoux, pris un emprunt, serré la main de sa mère et dit des mots qu'on n'oublie pas. « Je pars pour que toi et Nina viviez mieux. » On avait pleuré ensemble, puis on s'était éloignés. La mer puis l'avion, des jours d'attente, des nuits sans sommeil, tout pour cette promesse. L'arrivée en France fut un contraste rude. Langue trop rapide, rue pleine d'ombre, et l'hiver qui, chez elle, n'existait pas de cette façon. La tante avait promis de l'accueillir. Au début, il y eut des dîners partagés, des consignes sur la façon de nettoyer, et la tante qui louait la persévérance de Samira, comme si elle était une pièce de collection. Mais la gratitude s'effrita en corvée. Le « tu aideras un peu » devint « tu dois tout faire ». Les heures de travail s'allongèrent, les salaires se firent rares, et les petites marques de gentillesse se transformèrent en remarques humiliantes. « Tu as eu la chance d'arriver ici », disait la tante d'un ton de reproche, « mais tu n'apprends pas assez vite. Tu n'es pas à la maison pour te reposer. » Samira baissait les yeux. Elle pensait aux lettres que sa mère envoyait, aux photos de Nina qui grandissait sans elle. Chaque euro non envoyé était une dette contre sa promesse. Elle travaillait dans des cafés, faisait des heures de nuit, nettoyait des appartements, sans jamais se plaindre à voix haute. Et pourtant, la faim et le froid ne s'estompaient pas. La trahison prit une forme que personne n'anticipe vraiment. Ce n'était pas un grand drame public, pas un vol spectaculaire, mais une rumeur susurrée dans l'ombre. La tante, en colère d'un retard de loyer, la fit passer pour indigne aux yeux de la communauté proche. Des mots d'accusation furent lancés. On questionna son honneur. On l'accusa d'un comportement qui, dans cette maison, équivalait à une tâche morale. Samira tenta de s'expliquer, mais les murs semblaient calibrés pour absorber ses justifications et les rendre inaudibles. « Tu nous embarrasses. Tu n'es plus la bienvenue, » dit la tante, et ses yeux étaient durs comme de la pierre. La scène de l'expulsion resta gravée dans la chair de Samira comme un sceau. La tante lui jeta quelques vêtements, ses papiers froissés, et la poussa dehors. Il faisait un froid mordant. Ses larmes se transformèrent presque immédiatement en gouttes glacées, et sa voix, qui avait tant promis, se mua en un souffle court. La rue était pleine d'échos hostiles. Les regards passants, parfois indifférents, parfois curieux, la traversèrent sans toucher son cœur. Samira erra cette nuit-là, cherchant un endroit sans glace pour s'asseoir, un banc protégé du vent, la lumière d'un supermarché ouverte jusque tard. Elle pensa aux enfants qui dorment sans savoir,
pensa à sa mère qui compterait les heures et les jours. Pensa à Nina qui réciterait peut-être la table de multiplication à voix haute, pour ne pas s'endormir seule. Survivre devint alors un exercice d'astuce et d'humilité. Les petits boulots ne payaient pas. Certains employeurs retardèrent les salaires, d'autres trouvèrent des prétextes. Une protectrice dans un foyer prétendit l'aider, mais détourna une partie de sa paye. Chaque arnaque fut un coup porté à sa détermination, mais pas à la promesse. Plus dur que le froid était la honte de devoir raconter son histoire à ceux qui pouvaient lui tendre la main. Un matin, fatiguée, Samira s'effondra à l'entrée d'un centre social. Une bénévole la trouva, la regarda avec des yeux qui n'étaient pas remplis de jugement mais de simple humanité. Elle lui parla doucement, lui proposa un café brûlant, un mot d'encouragement. Après un long silence, elle prononça un mot qui aurait pu être magique. 115. Ce chiffre, pour Samira, était une porte qu'elle ne connaissait pas. C'était la promesse d'un lit, d'un peu d'abri pour la nuit. L'association locale prit le relais avec une efficacité modeste mais réelle. Un abonnement à un toit provisoire, un accompagnement pour remplir des formulaires et une équipe de bénévoles qui, sans haranguer ni juger, lui rendirent la dignité. Les nuits à l'abri lui permirent de se réchauffer, de penser ses mains gelées et de penser autrement que par nécessité. Elle appela sa mère. La voix à l'autre bout du fil trembla, mais ce furent des sanglots de soulagement. Samira réussit à trouver quelque chose comme de l'espoir pour la première fois depuis l'expulsion. Obtenir les papiers fut un tournant, mais jamais expliqué comme une mécanique précise. Il s'agissait d'un dossier qui, après des mois d'attente et de démarches menées avec l'aide de travailleurs sociaux, fut accepté. Le mot « accepté » ne sonnait pas comme un miracle, juste comme une reconnaissance administrative suffisante pour lui ouvrir des portes qu'elle n'était pas prête à imaginer. Avec la possibilité de travailler régulièrement et d'accéder à des formations, Samira inscrivit ses pas sur un chemin nouveau. Elle choisit la voie des soins. Peut-être parce que soigner était déjà inscrit en elle, soigner sa mère, consoler sa petite sœur, panser les blessures invisibles de ses proches. Elle débuta comme aide-soignante en formation. Les journées étaient longues, les cours parfois secs, mais chaque geste appris était une graine. Les mains qu'elle posait sur des patients qui tremblaient lui rendirent quelque chose de profond, la chaleur humaine. Un vieux monsieur, qui avait perdu l'usage partiel d'une jambe, prit sa main un soir et dit, d'une voix pâteuse, « Merci, tu as des mains qui donnent confiance. » Ces mots, simples, furent comme une lumière qui chauffait un peu plus que le chauffage central. Dans les couloirs, Samira découvrit la solidarité d'un autre genre. Une collègue, Aline, qui avait elle-même une histoire d'immigration, partagea son sandwich et ses conseils. Un médecin l'encouragea à poursuivre ses études. Un patient lui offrit une écharpe tricotée, un geste qui la fit rire d'un rire qui n'avait pas besoin d'être fort pour être vrai. Chaque petit succès professionnel se traduisait en argent envoyé chez sa mère, en paquets contenant des vêtements, puis en promesses tenues de plus en plus réelles. Les mois devinrent années. Samira passa des examens, des stages, des nuits d'études, après des journées entières au service. Elle apprit à suturer, non seulement la peau, mais aussi des silences. Elle trouva en Kevin, un collègue rencontré durant une permanence de nuit, un compagnon de route, un homme patient, discret, qui partageait ses repas quand le temps manquait et qui savait rire avec elle des absurdités administratives. Leur relation n'effaça pas sa mission première. Elle la compléta. Ensemble, ils économisèrent, firent des plans, rêvèrent d'une maison pour la mère de Samira comme on compose une prière pratique. Le jour du diplôme arriva avec toute sa gravité. Samira se tenait là, robe sobre, diplôme serré contre sa poitrine comme si l'objet pouvait contenir une partie de ce parcours. Sa mère pleura au téléphone. Nina cria de joie. Kevin lui prit la main, et à cet instant, la salle vibrante sembla se réduire à la voix chaude de sa mère au téléphone et au battement de son propre cœur. Ses collègues applaudissaient. Un patient lui avait envoyé une carte, écrite avec une écriture tremblée, pour la féliciter. C'était la victoire du quotidien,
la preuve que les petites actions alignées conduisent à quelque chose de tangible. Avec un emploi stable, Samira put envoyer suffisamment d'argent pour acheter la petite maison que sa mère désirait. Elle se souvenait de la première photo. Une façade simple, une cour où Nina pourrait courir, une pièce pour chaque fille de la famille. La maison fut achetée humblement, mais avec la fierté de qui tient une promesse faite sous un jacaranda loin d'ici. La voix de sa mère, quand elle apprit, était à la fois incrédule et pleine d'une joie ancienne. Les larmes coulaient, et pour la première fois en beaucoup d'années, les mots « nous avons de quoi manger » prirent un sens concret. Malgré tout, quelque chose en elle demeurait froid, comme une poche d'hiver qui refuse le printemps, la colère envers la tante. L'envie de lui rendre la monnaie de sa pièce était une tentation humaine, compréhensible. Mais Samira n'était plus la jeune femme expulsée, seule et glacée. Elle avait appris que la vengeance alourdit le cœur plus encore que la douleur initiale. Elle réfléchit longuement. Pardonner n'effaçait pas le passé, mais libérait le présent. Le retour fut pensé comme un geste de clôture, plus que de triomphe. Samira savait qu'une confrontation humiliante ne lui apporterait ni paix, ni ménagement pour sa mère. Elle préféra le pardon, un pardon qui disait « Je choisis ma liberté ». Elle alla trouver la tante. La porte s'ouvrit, surprise, puis reconnaissance lente. Elles s'assirent face à face. Il y eut des mots, pas trop d'excuses grandioses, pas de scène publique d'humiliation. Samira raconta calmement ce qu'elle avait vécu, comment la promesse faite à sa mère l'avait poussée à survivre, comment la nuit d'hiver avait été un tournant. La tante écouta, avec des yeux peut-être fatigués de regret. « J'ai souffert », dit Samira d'une voix où passait encore la rouille de la colère. « Mais je ne veux pas porter cette souffrance comme une arme. Je suis venue te dire que je te pardonne. » La tante baissa la tête. Les mots échangés n'étaient pas un spectacle. Il n'y eut pas de pardon extatique, mais un apaisement. La tante, d'un ton presque surpris, murmura qu'elle avait eu peur, qu'elle se sentait dépassée par les obligations et par la honte. Samira comprit que la trahison n'était pas uniquement de la méchanceté gratuite. Parfois, la peur fait des choix qui blessent les autres. Le pardon permit à chacune de redevenir humaine, imparfaite, avec des histoires à porter. La réconciliation fut discrète, un déjeuner modeste, des rires retenus, la tante acceptant une enveloppe pour contribuer à la maison de la mère, pas comme réparation médiatique, mais comme geste réel. Samira ne chercha pas à humilier ou à triompher. Elle cherchait à refermer un chapitre pour que la suite soit écrite avec moins d'amertume. Avant de repartir, elle regarda la neige dehors, comme si l'hiver, jusque-là perçu comme ennemi, était devenu un professeur. Le froid lui avait enseigné la résilience, le gouvernement des petites heures de douleur, l'art de demander de l'aide sans perdre de dignité. Elle pensa à toutes les personnes qu'elle avait croisées dans cette ascension. La bénévole qui lui avait offert un café, la collègue qui partageait son sandwich, les patients qui lui avaient donné leur confiance, les travailleurs sociaux qui avaient rendu possible la normalité administrative. Elle murmura une prière courte, intime. « Merci Seigneur pour chaque main tendue. » Ce remerciement n'était pas une promesse de récompense automatique. C'était une reconnaissance de la présence ressentie, un mot d'humilité. Le récit de Samira finit par dépasser son cas personnel. À travers son histoire se dessine la route de tant d'autres, des départs pleins d'espoir, des hivers imprévus, des mains tendues, des formations qui transforment et des choix de pardon qui libèrent. Son parcours rappelle que la migration n'est pas une aventure héroïque garantie, mais un chemin semé d'épreuves et d'apprentissages, où la foi peut être une force intérieure, sans être une garantie matérielle. Aujourd'hui, la maison est pleine. Nina apprend à lire, la mère cuisine pour les fêtes, et la présence de Samira a rendu tout cela possible. Elle travaille comme infirmière diplômée, soigne les corps et écoute les cœurs. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a tenu bon, elle répond avec simplicité. Pour la promesse faite, pour la chaleur que l'on doit aux siens, et parce que quelqu'un, un soir, lui avait tendu une couverture. Si vous voulez connaître le dénouement complet de cette histoire, abonnez-vous pour suivre d'autres récits semblables et restez avec nous
pour comprendre comment la persévérance et la solidarité transforment des vies. La dernière image est celle d'une fenêtre où la lumière filtre douce et d'un manteau accroché près d'une porte. Il y eut l'hiver, véritable et métaphorique, mais il y eut aussi des mains qui ont réchauffé. Samira choisit de parler aux jeunes femmes qui partent aujourd'hui. Gardez votre promesse intacte. Cherchez l'aide quand il le faut. Ne portez pas la colère comme seule compagne. Et elle dédie sa vie, avec humilité, à ceux qui osent quitter et à ceux qui tendent la main. Partagez cette histoire si elle vous a touché et abonnez-vous pour écouter d'autres récits de courage et d'espérance. Que ceux qui partent trouvent des abris et que ceux qui reçoivent sachent donner sans compter. Merci.